messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans votre magazine Sport à la Une tous les lundis soirs sur la TFM. Aujourd'hui, beaucoup de football dans ce mag avec notamment la 21e journée de Ligue 1 qui voit les équipes en forme du moment confirmer leur bonne dynamique. C'est le cas notamment du Casa Sport qui reprend sa place de leader après sa victoire tout à l'heure au stade Demba Diop sur l'US Ouakam. Nous irons à Saly et à Saint-Louis découvrir les belles prestations de Diambar et de la Linguère. Par contre, plus rien ne va pour l'AS Niambour, l'Olympique de Ngor et l'AS Douane. 5e journée des éliminatoires de la CAN, le Sénégal joue au mois de juin contre le Burundi avec des internationaux qui arrêtent pour la majorité les compétitions dès la mi-mai. Comment gérer cette période de transition et remettre en forme tout un groupe donc contre le Burundi? Équation difficile à résoudre. Pour parler de ça, nous aurons le plaisir de recevoir sur ce plateau notre confrère Vieux Dabo. On parlera également de lutte avec la 10e édition du tournoi de lutte africaine de la CEDEAO. L'équipe nationale du Sénégal part à Niamey ce mardi. L'objectif du groupe est de défendre son titre par équipe et de faire le plan en individuel. Basket de groupes élargis en perspective du tournoi de qualification pré-olympique et des JO de Rio. Des retours chez les hommes, de la stabilité chez les dames et du 109 dans les deux listes. Buzz du web après son triplé face à City, Sadio Mané court après le ballon du match et tombe dans le piège de l'arbitre. L'information est tombée tout à l'heure, Leicester, champion d'Angleterre pour la première fois de son histoire après le match nul entre Tottenham et Chelsea. Voilà pour le sommaire, merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Pierre Da Silva annonce la couleur, bien sûr, du football pour commencer ce magazine. Bonsoir Vieux Dabo. Bonsoir Mamfatou. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bonsoir Cher, bonsoir Malal. Bonsoir Mamfatou, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, on rentre dans le vif du sujet avec donc ce dernier match de la 21e journée de Ligue 1 qui s'est joué tout à l'heure au stade Demba Diop. C'était à 17h entre le Casa Sport et l'US Ouakam. L'équipe de Demba Ramatan avait bien sûr la possibilité de reprendre la tête de ce championnat à condition de battre les Ouakamois. C'est fait. Score final 1-0. Nous allons tout de suite écouter les réactions de Malik Daf et de Demba Ramatan, les deux coachs de l'US Ouakam et du Casa Sport. Mentalement attendu parce qu'on s'est dit c'est un match piège pour nous. On a beaucoup de joueurs à l'infirmerie. On va aller jouer, mais on n'ira pas à l'abordage comme on a l'habitude de le faire. Venir sans leur bousculer les gars, camper notre jeu dans leur match de terrain. On va être très prudent et jouer avec eux. Si on a le ballon, s'il y a des espaces, on les avale. S'il n'y a pas d'espace, on attend. Jusqu'au moment où on a l'espace pour mettre le ballon là-dedans. Et quand on l'a fait, il fallait fermer la baraque. Parce qu'on a trop de joueurs à l'infirmerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas voulu être extrêmement offensif. Il fallait être très prudent. S'il fallait prendre un point et aller à la maison, mieux vaut le prendre pour ne pas être distancé par les autres. Et c'est ce qui s'est passé. On a perdu 1 point, on a perdu 3 points, c'est comme ça le football. Le Casa a fait un bon déplacement, ils ont géré leur match sans autant faire un match héroïque, un match de haute facture, mais le Casa a su prendre les 3 points. Voilà, évidemment, le sourire était du côté donc, du Casa, moins bien l'US Ouakam. Alors, le Casa, c'est un club que vous connaissez bien, Vieux Dabo. Ben oui, qui est très régulier d'ailleurs. Depuis, on va dire, une décennie, le Casa est toujours présent. Malgré la distance, malgré les difficultés, je pense que l'organisation de ce club est en train de prendre le dessus sur la réalité du terrain. On a toujours l'impression que le Casa est parfois dans un état de doute, notamment au début de championnat, mais on le retrouve toujours à la fin, en fait, dans les grandes compétitions, même si le Casa court toujours derrière un titre de champion. Ah oui, absolument, absolument. J'avoue avec vous que ça ne rassure pas trop depuis le début de saison, mais c'est normal, compte tenu de ce que le Casa parcourt par année. Il n'y a pas un club sénégalais qui fait cette distance par an. Donc tous les dimanches, en tout cas un dimanche sur 2, ils font minimum 400 km pour aller jouer. Donc dans quelles conditions? Les routes ne sont pas des meilleures. Il fut un temps, ils voyageaient par avion, le résultat était présent. Mais je pense qu'il y a un coup de chapeau à tirer pour l'encadrement et surtout pour les joueurs du Casa Sport, qui malgré la fatigue se transcendent toujours pour en tout cas être présents. Et il y a toujours aussi la relève. On voit que dans les petites catégories, que ce soit en junior, en cadet, c'est une équipe quand même qui travaille. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi le Casa n'arrive toujours pas à avoir
par exemple, une compagnie aérienne pour l'accompagner en tant que sponsor. Bon, ce qui est un peu le mal de tout le football sénégalais, le manque d'accompagnement en fait. Faudrait-il que le Sénégal ait déjà sa propre compagnie aérienne qui tienne la route. Qui tienne la route. Je pense qu'effectivement, la logistique est très importante dans les prestations, en tout cas dans les performances des équipes. C'est lui qui maîtrise bien l'environnement, c'est-à-dire c'est lui qui maîtrise ces aspects qu'on juge des détails. À l'arrivée, va toujours sortir la tête de l'eau. Donc on néglige. Moi, je trouve aberrant de voir une équipe se déplacer en Diagandiaï pour aller jouer un match de 90 minutes. Mentalement déjà, ça pose problème. Ça pose problème. Je pense qu'il y a un gros effort à faire par rapport à l'organisation, à la structuration de nos équipes. Les résultats tous les dimanches, moi, je n'y crois pas trop tant que ces facteurs ne sont pas maîtrisés. Très bien, nous aurons l'occasion de reparler bien sûr de ce foot local, mais j'ai envie de poser quand même une petite question, piège ou pas en tout cas, à Malal et à Cher. Est-ce que vous pensez que le Casa peut aller jusqu'au bout? Parce que bon, c'est peut-être le seul titre en fait qui manque à son palmarès, celui de champion du Sénégal. Bah non, ils ont été champions déjà dans l'ère du football professionnel, je crois, une fois. C'était le deuxième titre depuis celui de 81, je crois, gagné par les Demba Ramata. L'effectif qu'ils ont prouve que maintenant, ils ont réussi mentalement à avoir une équipe capable de tenir tête aux autres. Maintenant, la grande question pour toutes ces équipes, c'est dans la durabilité. Est-ce que cela peut continuer? Voilà. Oui, bon, comme le dit Malal, moi je les vois bien outillés quand même pour aller chercher ce titre de champion, parce que jusque-là c'est l'équipe la plus régulière, même si elle a connu des défaites fracassantes comme ce 4-1 subi face à la Linguère, mais je pense que le calendrier peut en partie expliquer cette contre-performance. Mais quand même, des matchs que j'ai vus à Demba Diop, franchement, je pense que c'est l'équipe qui joue le meilleur football si elle est dans son jour. Si le Casa est dans son jeu, franchement, c'est un plaisir de les voir jouer. Et il ne reste que 4 journées, ils sont leaders, ils ont un entraîneur qui est extrêmement expérimenté. Je pense qu'ils peuvent aller jusqu'au bout. Voilà, ils résistent à la pression. On appréciera bien sûr le beau coup franc donc, marqué bien sûr par cette équipe du Casa à la 80e minute. Donc un but qui leur permet de retrouver donc, cette place de leader aux dépens peut-être de Diambar et de la Linguère. Mais là également, ça se passe plutôt bien, notamment pour Diambar. Oui, avec l'équipe de Diambar, donc qui reste sur 3 matchs, 3 victoires. La dernière en date, c'était ce samedi 30 avril, avec les 3 points acquis aux dépens du Stade de Mbour dans un derby de la Petite Côte. C'est Dame Gueye, surnommé Terminator, qui, dans les dernières minutes, a donné la victoire à l'équipe de Diambar. Résumé de cette rencontre signé Djainaba Seydouba et Babacar Ndom. Diambar continue sa belle remontée et dans le derby mourois, les académiciens ont fini par s'imposer devant le Stade de Mbour sur le score de 2-1. C'est à 3 minutes de la fin que Dame Gueye, surnommé Terminator, reprend un coup franc d'Adama Meng et permet à son équipe de remporter les 3 points. championnat bi tey ku nekk mu nga nekk pay ku nekk mu nga nekk Ndar kon dañuy ñaan yàlla saxal ñu si lii ñu am ku ne di am ay ndam équipe bi di gën a avancé kon après bu desee benn match wala ñaari match mën nañu xëy na mën nañu dem seeti dara incha allah. On prend 3 points, il faut les savourer et puis attendre, récupérer pour aller voir la prochaine journée contre Ngor à Dakar incha allah. Dans ce match, les hostilités ont démarré dès l'entame de la rencontre. Dès la 3e minute, Adama Meng d'un tir puissant oblige le gardien stadiste à se déployer et sauver les siens. Aucun but n'est marqué durant les 45 premières minutes. Les filets vont trembler une première fois à la 57e minute grâce à Adama Meng. Mais les stadistes ne vont pas douter bien longtemps. À la 71e minute, Malik Niang transforme un penalty obtenu par Seynou Diouf. Moins chanceux face à Mbour, Petite Côte, les académiciens sont plus résistants face aux stadistes. Derby chance que c'est là, parce que Stade de Mbour, léeg-léeg ñu sonal ko léeg-léeg mu sonal ñu mais bon Mbour Petite Côte moom yàlla ko may loolu yàlla ko jagleel fu mu romb rek def ñu dara mais bon xëy na dina jeex incha allah waaye nag li ñu sant yàlla rek mooy que ne fu ñu nekk tey ñu ngi koy sant yàlla bu baax a baax ñoom tam ñu ñaan yàlla ñu génn fi ñu nekk parce que équipe bu Mbour yëg ci kaw mooy joxe mooy tax région bi gën a am
gën a am dund ci wàllu football. Diambar prendra définitivement l'avantage dans les dernières minutes de la rencontre, confirmant sa belle dynamique. Les académiciens jouent désormais les premiers rôles dans ce championnat de Ligue 1. Merci Dieynaba Seydouba. Alors vieux, là également un débat s'impose dans cette Ligue 1, comme le disait Boubacar Gadiaga, et lui-même il le reconnaît en tant qu'entraîneur. Dans ce championnat, tout le monde peut être leader et tout le monde peut se retrouver relégable au bout de 21 journées. On ne sait pas encore qui est le potentiel champion, on ne sait pas encore qui seront les relégables. Justement, c'est là où le bas blesse. Moi, je pense qu'en football, on est dans le domaine du presque scientifique. C'est les statistiques qui parlent. Je m'amusais un peu à regarder le tableau du classement à l'issue de cette 21e journée. Je vois que sur les 63 points possibles en 21 journées, le leader est à peine à la moitié des points. Est-ce que c'est un nivellement qui se fait par le bas ou est-ce que c'est les équipes qui se tiennent de près? Moi, je dirais que le contraire, c'est que le nivellement, il se fait par le bas. Il ne faut pas se tromper. Je pense qu'il faut avoir le courage d'évaluer en profondeur. On a été presque les pionniers en Afrique en initiant le championnat professionnel après la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, la Guinée, par exemple, vous voyez le championnat guinéen, ils sont quasiment un peu plus supérieurs à nous du point de vue résultat. Ce qui se passe en Guinée, on interroge les statistiques, par exemple, ils sont à 11 journées. Le Felostar est en tête avec 22 points sur les 33 possibles. À côté, au Mali, par exemple, c'est pareil. Donc, je pense qu'on doit faire une étude en profondeur, ne pas se contenter de ce statu-quo qui demeure, mais interroger les statistiques, interroger le statu-quo. Mais bon, je pense que dans ce championnat-là, vu le niveau général, on ne peut pas dire que c'est extrêmement faible, puisque c'est vrai que les équipes se valent, mais je pense que le véritable problème, c'est que notre championnat manque de locomotives, ou bien de locomotives qui pourraient tirer le reste, comme cela se fait dans beaucoup de pays dans le monde, en France, où le Paris Saint-Germain cartonne, en Espagne, où il y a le Real, le Barça, récemment l'Atlético. Bon, mais je pense qu'ici, on manque de locomotives. Et justement, c'est parce en Côte d'Ivoire, il y a la SEC d'Abidjan. Le nivellement, il se fait par le bas. La SEC n'est pas sortie ex nihilo de terre. Même s'il y a eu une longue traversée. Et voilà, il y a une évaluation, ils ont planifié leur travail, ils ont mis en place une structure viable. Ensuite, ils ont pensé aux résultats. À une certaine époque, moi je parlais de Diambar par exemple, ils étaient sur la bonne voie. Diambar mais Diambar, justement, on en arrive. Diambar a un peu stagné. Quand on voit le départ, ils sont champions de Ligue 1, ils arrivent en Ligue 2, pardon, ils arrivent en Ligue 1, ils sont champions. Oui. Mais depuis 2-3 saisons, on a l'impression que ça tourne un peu en rond. Justement, moi je suis de ceux qui ont suivi le Diambar depuis la Ligue 2. Depuis qu'ils évoluaient en Ligue 2, je prenais ma voiture, je les suivais de stade par stade. J'avais comme compagnon de fortune Charles Faye. On suivait Diambar comme la plus... certainement Mamadou Koumé aussi. Voilà, on suivait Diambar. La philosophie Diambar, c'était quoi? C'était la formation. Ils étaient ils luttaient contre la fraude sur l'âge. Ils voulaient en tout cas la graine Diambar, la philosophie Diambar, jouer au football. Mais ils sont entrés dans le championnat. Le centre s'est ouvert à d'autres qui sont venus se greffer à eux. Ben, c'est pas évident. Il y a des joueurs qui ont déjà été moulés. Vous prenez des joueurs à l'extérieur par simple souci de participer au championnat. C'est évident que ça peut ne pas prendre. Maintenant, l'entraîneur, il y a un travail à faire. La philosophie d'origine, c'était former des joueurs qui étaient destinés à d'autres championnats. Maintenant, vous êtes dans un autre univers avec d'autres éléments que vous n'avez pas formés. Forcément, ça va coincer. Et là aussi, par rapport à la philosophie, en tout cas à l'idée de départ, beaucoup de gens, en fait, beaucoup d'observateurs disent que finalement, Diambar, c'est limite une déception par rapport au nombre de joueurs qu'ils produisent, en tout cas pour l'extérieur. Est-ce que vous partagez cet avis? C'est-à-dire pas beaucoup de joueurs qui se vendent, et souvent dans des championnats mineurs comme la Norvège, le Danemark. Bon, à part ceux qui sont vraiment au top niveau en ce moment, comme les Kara, Idrissa Gana Gueye, on ne voit pas beaucoup de gens qui émergent de ce centre de formation. Heureusement qu'on cite Ghana, qu'on cite Kara, qu'on cite Soirée, même Papa Ndiaye aussi. Je pense qu'une promotion de footballeurs qui entrent dans un centre de formation, le taux de placement n'est pas très élevé. Il ne faut pas qu'on se trompe. On peut placer 50 joueurs au centre de formation. À l'arrivée, pour
avoir 2 ou 3 produits finis. Ouais. Il peut même arriver qu'il n'y ait personne qui Zéro. passe. Moi, je pense qu'il ne faut pas que Diambar dorme sur ses lauriers. C'est vrai que les Sénégalais attendent beaucoup de ça. Ils attendaient beaucoup que Diambar soit le vivier du football professionnel. Mais le Sénégal n'est pas le seul pays pourvoyeur de footballeurs. D'accord? Le type de joueurs que nous formons, peut-être que cela peut se trouver ailleurs. Déjà, c'est déjà bien de citer en haut lieu dans le championnat le plus relevé en ce moment du monde, d'avoir 2 produits Diambar qui cartonnent fort. Je pense que c'est déjà... Donc il ne faut pas être pressé alors. Il faut pas, je pense que c'est ça un peu le mal du football sénégalais. Je veux dire du sport sénégalais en général. On veut aujourd'hui planter, demain gagner la Coupe d'Afrique. Donc il faut se projeter, quoi. Est-ce qu'on n'a pas envie de dire, donc, quand vous dites qu'il ne faut pas être pressé, d'accord, mais il y a quelques minutes, vous disiez qu'aussi, par rapport à la Ligue 1, il faut qu'on s'arrête. Est-ce qu'on ne construit pas sur du vent? C'est-à-dire, on a un football, mais qui n'a pas en réalité de fondement. Manfatou, à l'origine, en 2008, j'ai eu la chance d'être au ministère des Sports quand on mettait en place le comité de normalisation du football. C'était quoi? Basculer sous la pression de la FIFA vers un championnat professionnel avec des dividendes que nous attendions. Les clubs étaient pressés. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était un marché ouvert. Il fallait vendre, il fallait passer au professionnalisme et vendre tout de suite les joueurs. Les fondamentaux du professionnalisme n'ont pas été respectés. Le statut de l'entraîneur, le statut du joueur, le statut de l'arbitre, la question des infrastructures. Hein, c'est des choses sur lesquelles on est passé vite. On est passé vite et c'est en train de nous rattraper. Tout à fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit s'arrêter. L'arbitrage, ça pose problème. Il y a moins de 10 ans, le Sénégal avait au moins 21 arbitres internationaux. Aujourd'hui, on en compte combien? C'est un problème. Ouais. Le Sénégal avait des stades opérationnels. Aujourd'hui, on n'en a pas du tout. C'est un problème. L'entraîneur, combien d'entraîneurs sont limogés? Combien de footballeurs sont régulièrement payés avec des salaires décents? Mais le principal problème, je pense, c'est un problème de moyens. Est-ce qu'ici au Sénégal, on a un président capable de mettre en place une équipe All-Star version Sénégal? Ici, par exemple, une équipe comme... comment s'appelle l'équipe de Guédiawaye, GFC, et le président qui se permet d'acheter les meilleurs joueurs du championnat sénégalais et essayer de faire de GFC la grande équipe du Sénégal capable de rivaliser demain en Afrique. Est-ce que ce n'est pas ça qui nous manque? Puisqu'en Ligue des champions africaine, chaque édition, vous voyez les mêmes équipes. Ben oui. Ce sont les mêmes équipes qui jouent. Et ce sont ces équipes-là qui dominent leur football national. Mais ici au Sénégal, chaque année, c'est un nouveau champion. Cher Tidiane, il ne faut pas qu'on se trompe. On est dans le monde professionnel, c'est une entreprise. L'équipe de football aujourd'hui est perçue comme étant une entreprise avec des investissements, avec des risques, avec des bénéfices. On ne peut pas gérer une équipe professionnelle comme une association. Donc c'est ça qui manque ici. On n'investit pas sur le football. C'est ce que dit tout le temps Malal. Voilà. Une ASC comme on avait tant. C'est pas possible. On est dans un football professionnel. Moi, je viens, je suis pas... il ne faut pas qu'on se trompe. Le président de Guédiawaye, Djamil, il a compris très tôt qu'il faut investir dans la structuration d'abord de son équipe. Ensuite, viendront les résultats. Ensuite, peut-être suivront les placements. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un club et s'attendre à ce que le président débourse. C'est quand même, on est toujours à l'époque des ASC. On est dans une association, comment dirais-je, de droit. Voilà. Donc c'est une entreprise. Je pense que le football professionnel, ça se gère comme le groupe GFM, avec des investissements, avec possibilité d'ouvrir des actions pour que les potentiels bailleurs y mettent leur sous. Participer. Vous me direz peut-être que l'État ne fait rien, certainement. Non, mais ce n'est pas à l'État c'est pas à l'État de le faire, justement. Mais quand, donc finalement, il ne faut pas qu'on se vexe quand, et il l'a dit, il l'a répété, Pape Diouf, président de l'Olympique de Marseille, ancien président, ça a suscité beaucoup de réactions quand il dit que ce qu'on fait là, ce n'est pas du professionnalisme. Même quand on nous dit qu'il faut commencer, en fait, on bâtit sur du néant, en fait. Qui au Sénégal est mieux placé que Pape Diouf pour parler de professionnalisme, pour avoir dirigé un club professionnel dans la Ligue 1 française? Qui au Sénégal, aujourd'hui, peut avoir la légitimité de placer un mot quand Pape Diouf dit que ce n'est pas un football professionnel? Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se trompe. Après 9 ans, il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête. Et que la Ligue professionnelle mette sur la table, les gars, voilà ce qu'on a fait, la situation de référence. Et puis on progresse, quoi. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'évaluation. Moi, je crois que c'est les étapes qu'on a sautées qui sont en train de poser problème. Parce qu'à la base, sur les textes,
c'était un comité de gestion du football Oui. qui devait progressivement aller vers le football professionnel. Oui. Et cette étape-là a été bâclée. Vite fait, on est allé à la Ligue professionnelle. Une Ligue professionnelle avec des équipes qui élisent encore leurs dirigeants à travers des assemblées générales. Il n'y a pas de propriétaire ou bien d'actionnaire majoritaire. Les plus grandes équipes du Sénégal viennent au stade pour jouer le championnat à bord de Ndiaga Ndiaye. Oui. Rares sont les clubs qui viennent au stade avec des bus, et encore, c'est soit Abdoulaye Wade qui avait donné des bus, Oui. ou soit c'est Macky Sall. Oui. Et pour des raisons politiques, ces équipes-là ont reçu des bus. Tout à fait. Regardez l'équipe de l'AS Pikine. Bon, je pense que Niaritali vient de recevoir un bus là. Deuxième bus alors. C'est un deuxième bus, ouais, parce il y qu'ils a en avaient reçu déjà un. reçu. Ils en avaient Bon, reçu- peut-être donc, que c'est voilà. une propre acquisition. en Moi, fait. je crois que nos dirigeants ont eu le courage de peut-être quitter l'amateurisme pour aller vers le professionnalisme. Maintenant, il va falloir encore s'armer de beaucoup plus de courage pour couper carrément ce cordon ombilical. Aller vers un football professionnel avec les moyens. Quitte à jouer à 4 clubs. Quitte à jouer avec 4 clubs, et ça va grandir. Très bien. Alors, on reste sur le football. Après, bon, les analyses qui vont de pair avec donc l'autre équipe en forme du moment, Malal. Il s'agit bien sûr de la Linguère de Saint-Louis. Avec un homme en forme, il s'appelle Pape Imnouba, c'est l'actuel meilleur buteur de la Ligue 1 sénégalaise qui a encore frappé à 2 reprises. C'était donc face à l'équipe championne du Sénégal en titre, l'AS Douanes. Les Gablous qui ont mordu la poussière à Saint-Louis du Sénégal, la Linguère les a battus sur le score de 2-0. Suivons ce résumé de Ousseynou Diop. Ce sont les douaniers qui ont pourtant obtenu les premières occasions de cette partie sans pouvoir les concrétiser. À la 36e minute, Pape Imnouba, le meilleur buteur du championnat, fait la différence. Son tir est dévié par le défenseur de l'AS Douanes. « 1-0, la Linguère prend une option sérieuse pour la victoire. À l'entame de la deuxième période, les joueurs reviennent avec d'autres arguments, galvanisés surtout par les supporters qui n'ont pas lâché jusqu'à la dernière seconde de la rencontre. À la 50e minute, Sako Kilay est fauché dans la surface de réparation. L'arbitre refuse de siffler penalty pour l'attaquant saint-louisien. 66e minute de jeu sur un tir puissant de Abdelkader Fall, repoussé par le gardien. Pape Imnouba conclut et marque son 14e but de la saison. L'attaquant saint-louisien est désormais à 2 réalisations du meilleur buteur de tous les temps dans le championnat. Ibrahima Diop de Diaraf détient le record avec 16 buts marqués lors de la saison 2013-2014. Les Saint-Louisiens sont derrière Gamba. On voulait faire la passe de 3, on l'a fait. Les joueurs sont à féliciter parce qu'ils ont vraiment été très bons. Donc voilà, on a joué contre une belle équipe de l'AS Douanes. Donc curieux que cette équipe de l'AS Douanes vienne d'enchaîner une 4e défaite d'affilée parce que je trouvais vraiment que c'était une belle équipe. Les joueurs de l'AS Douanes ont montré beaucoup de limites en défense, mais se sont bien défendus globalement. Toutefois, ils continuent leur descente aux enfers. L'entraîneur Cherfal mise cependant sur les 5 dernières rencontres pour renverser la tendance. C'est un championnat, il reste 5 matchs, c'est 15 points. Nous allons jouer notre chance jusqu'au bout. À l'arrivée de Gilali Bahloul, l'équipe était à la 13e place. Depuis les phases retour, les supporters se montrent encore beaucoup plus attachés à l'équipe Fagnon de la Linguère de Saint-Louis. Voilà, avant de nous arrêter un peu sur le cas Linguère et une réflexion bien sûr qui va avec l'arrivée des coachs étrangers, on va quand même apprécier l'engouement qu'il y a autour de cette équipe de Linguère avec les supporters qui évidemment sont aux anges depuis que leur équipe enchaîne les victoires. Le premier et dernier sacre, on s'en souvient, remonte à 2009, à l'entame de l'ère professionnelle, mais désormais le rêve est de nouveau permis. Les Saint-Louisiens mettent ces belles performance au compte du changement d'entraîneur, suivant cet élément de Fatkin Edem, image Hamza Diallo. La Linguère enchaîne les succès en championnat. Depuis l'entame de la phase retour, les Samba Linguère n'ont toujours pas concédé de défaite. Déjà 5 victoires lors de ces 7 derniers matchs. À l'issue de la 21e journée, la Linguère est sur le podium, victoire devant l'AS Douanes. Pourtant, le nouvel entraîneur parle de maintien comme objectif principal. L'objectif, c'est le maintien quand on arrive au bout de 13 journées qu'on est dernier. Après, je vois mal un autre objectif que le maintien. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a les résultats, il y a cette remontée qui est intéressante pour nous, qui est intéressante pour tous les amoureux de la Linguère.
Maintenant, on est sur une bonne dynamique, on prend match par match et on verra notre capacité jusqu'à où elle peut nous amener. C'est le football qui est comme ça. Quand il y a un départ et en fait il y a des arrivées, s'il y a des résultats qui suivent, on va dire tout simplement que c'est le nouveau. Hein. Mais qu'on ne se trompe pas pour dire aussi qu'il y avait du travail à faire, hein. Il y avait du travail qui était là. Le nouveau entraîneur, il est venu quand même apporter quand même sa touche. Il a fait des changements plus ou moins. Et il a fait des confirmations aussi. Mais disons tout simplement que c'est un travail qui a été élaboré depuis en fait, le championnat. Pour les supporters, la Linguère est revenue de loin. Mais désormais, le rêve du sacre est permis comme en 2009. Nous avons un président vraiment qui donne des moyens. Vous avez noté ça lors du dernier match contre Casa. Donc les joueurs ont voyagé en avion. On n'a pas encore vu ça. Donc le président a vraiment apporté quelque chose. Vraiment. Chaque instant, l'équipe est le placement ci terrain mom extraordinaire mom mosuñu ko gis man mi bamay sétane Linguère ak légui ni Linguère di taxawé légui mosuma ko gis muy taxawé non. Le maintien ne veut pas dire qu'on n'a pas des objectifs pour aller loin. Si on peut gagner le championnat, on va le gagner, mais nous allons faire déployer tous les moyens possibles quand même pour être champion du Sénégal. Après une phase allée compliquée pour les Samba Linguère, les supporters saluent la remontée de leur équipe depuis l'arrivée du nouvel entraîneur. C'est vrai qu'on note vraiment une montée en puissance de la Linguère de Saint-Louis lors de ces phases de retour. Je pense que c'est dû à l'arrivée du coach, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, un coach doit vraiment amener une touche dans une équipe. Une équipe aussi a besoin d'un bon environnement. Et alors depuis l'arrivée du nouveau coach, on a senti vraiment toute la population saint-louisienne derrière le club. Et vraiment, je sais que ça a vraiment beaucoup contribué pour ces résultats-là. Le changement, nous avons vu côté dirigeants, côté supporters, côté entraîneurs. Bon, di ñaan Yalla wa Saint-Louis yépp ñu and mobiliser wu ci gannaaw Linguère et puis ñu bayyi sunu entraîneur mu liggéey parce que li ñu gis ci mom ni bon yag nañu sétane Linguère ay at depuis mën nga won bama xamé ba légui ma ngi ci Linguère li ma ci gis ni ren mosuma ko ci gis. Inshallah ñu ñaan li Sénégal yépp mbëbët yalla na dal moy jël championnat bi yalla na ko yalla defal ñu jël ko. Voilà, l'optimisme bien sûr des supporters de la Linguère et cela va de pair bien sûr avec les victoires qui s'enchaînent et c'est de bonne guerre. Alors, on va quand même s'arrêter un peu et donc le débat là aussi est ouvert sur l'apport quand même des coachs étrangers. On voit que Barloul arrive, il commence déjà à impulser quand même ses méthodes. Il y a d'autres équipes aussi où on a, comme par exemple GFC avec Youssouf Dabo. Bon, l'expertise étrangère aussi, c'est pas plus mal. Ben oui, c'est bien, c'est très bien. On constate et le résultat le prouve. Moi, je pense qu'au-delà même de l'expertise étrangère, il y a un renouvellement de génération, un type nouveau d'entraîneur, de coach qui est en train de faire les résultats. À côté de ces expatriés, nous avons par exemple Ali Mal, par exemple, qui est en train de faire de bonnes choses avec Gorée. Malik Daf également, tant bien que mal avec son club de Dongor. Moi, je pense que voilà, ce renouvellement de génération, on en a besoin. Le football évolue, donc la science progresse. Et je pense que cette mise à niveau, voilà, cette mise à niveau, ça ne fera que bénéfique pour nous. Et puis, il y a beaucoup d'entraîneurs sénégalais en Europe quand même qui n'entraînent pas, qui peuvent donner un coup de main ici au Sénégal. D'ailleurs, ce matin, j'ai entendu Malal qui nous parlait de Sadio Demba en Belgique, qui est monté en première division avec son club en sénégalais sur le banc d'une équipe de première division en Belgique l'année prochaine. Et je pense qu'ils sont à saluer. Le Sénégal a l'expertise et il faut en user. Ben oui. Moi, je crois que pour Saint-Louis aussi, il y a le fait qu'au départ, il y avait des problèmes, vraiment de personnes. Parce que les gens étaient pour que X, Y reste ici, que Y parte. Finalement, avec l'arrivée de Barloul, le docteur a réussi à faire le ménage autour de l'équipe. Dire que l'essentiel, c'est que l'équipe soit dans de bonnes conditions. Et avec les résultats, les gens ont fini par se retrouver et que c'est dans l'unité que la Ligue de Sénégal est en train de faire de bonnes choses. Comme pour dire que pour faire une grande équipe, il faut certes d'abord l'environnement tactique et technique et tout, mais il faut aussi l'unité.
autour des joueurs, autour de l'équipe. Parce que quand on voit les grandes équipes européennes, la force souvent, elle vient de la tribune. Donc voilà. C'est du team building, comme voilà, on peut le dire. Et en plus, je pense que le dernier Français qui a entraîné dans le nord du pays, c'était Alain Moisin, si je me souviens. Et il a fini entraîneur de la Mauritanie. Voilà. Donc ça veut dire que bon, il n'y a que l'expertise qui est vraie en fait. Voilà. Alors, on va parler des résultats au final de la 21e journée de Ligue 1 avant de passer à la Ligue 2 avec le résumé des résultats. Les résultats, donc le dernier enregistré, c'est la victoire du Casa Sport sur l'Union Sportive de Ouakam, 1-0. Notez également la victoire de la Linguère de Saint-Louis, on en a parlé, 2-0. L'US Gorée qui bat l'équipe du Djaraf 1-0. 1-0 en faveur de Mbour Petite Côte, c'était face à l'Olympique de Ngor. La Sunéor qui enforce davantage l'équipe de Ndiambour 1-0. L'équipe de Djambar qui bat le Stade de Mbour 2-1. A noter également le match nul blanc entre Niaritali et Guédiawaye. Au final, donc, c'est l'équipe du Casa Sport qui retrouve sa place de leader avec 33 points. L'équipe de Djambar est deuxième avec 32 points. La Linguère arrive troisième avec le même nombre de points. En bas de classement, on retrouve l'équipe de Ndiambour et l'Olympique de Ngor. Rien ne va plus avec Ndiambour et l'Olympique de Ngor. Donc deux équipes qui sont un peu en souffrance. Alors, on enchaîne avec la 21e journée de Ligue 2. En parlant, de renouvellement de génération, là également, on retrouve un coach qui fait son bonhomme de chemin, c'est Moustapha Seck. Voilà, Génération Foot d'abord battu, Tenguek FC tenu en échec, les deux premiers de la Ligue 2 n'ont pas été à la fête ce week-end. C'est avec un groupe composé à 50% que les Grenats ont affronté une bonne équipe de Dakar Sacré-Cœur. Les Rufusquois, eux, ne peuvent se plaindre de n'avoir glané que le point du match nul à l'extérieur. Suivons le résumé de GFC Dakar Sacré-Cœur et les réactions à la suite de Bargate Tenguek FC. Génération Foot rate l'occasion de frapper un grand coup pour la montée en première division. Au 11 de départ remanié, des imperfections sur le plan offensif et défensif expliquent ce revers. On a fait quelques erreurs techniques dans la relance qui nous ont coûté quand même cher. Et puis je pense que le match était équilibré et on savait que le deuxième but allait être important. Et on prend ce deuxième but à mon avis pour moi il y a une grosse erreur, mais bon c'est comme ça. Donc après à 2-1 on est resté 10, 15, 20 minutes où on ne savait pas quoi faire. Ismaël Assar, le maître à jouer de cette équipe longtemps absent sur les pelouses, entrevoit le bout du tunnel. Il est en phase de reprise, beaucoup trop juste pour ce week-end encore, peut-être trop juste pour le week-end d'après, on verra bien. On travaille avec lui. Ce garçon a fait 1 an et demi sans s'arrêter jamais, parce qu'il a été pris dans toutes les sélections et encore Koto vient de le reprendre, même s'il est blessé, il n'a pas pu le prendre. Et je pense aussi qu'il paye tout ça, quoi. Proche du but, les académiciens devront se montrer costauds pour aller chercher la montée. Pour l'instant, ils ont 10 points d'avance provisoirement sur le 3e au classement Barkik. Voilà, et puis nous allons enchaîner avec les réactions de Moustapha Seck et du coach de Bargate, bien sûr, pour le match comptant pour cette 21e journée de Ligue 2. Donc là également, on se souvient que les deux équipes se sont quittées sur un score de parité. Nous écoutons Moustapha Seck. Ça nous permet d'avoir encore 4 points sur suivant. Je ne sais pas encore le match du 3e, mais le plus important c'était de venir faire un bon match et au moins de rentrer avec 1 point. Je pense que nous avons rencontré une bonne équipe de Ndarguet et à ce moment de la compétition, je pense que toutes les équipes font de bons matchs. Donc ce qui fait que c'est toujours des matchs avec des scores étriqués. Voilà, donc c'est bien parti quand même pour ces deux équipes qui viennent de National Vieux et qui risquent tout simplement de faire une montée sans arrêt avec donc ces 2 premières places de Ligue 2. Ben oui, tout à fait. Surtout pour Génération Foot, je pense que c'est la confirmation de la saison précédente. Ils sont restés l'année dernière sur une très bonne saison, même si la campagne africaine n'a pas été des meilleures. Je pense qu'ils ont été à l'école de l'Afrique, ils ont appris beaucoup. Et je pense qu'avec l'organisation qui entoure ce centre, je pense qu'ils pourraient peut-être faire comme Djambar ou faire mieux. Alors, Tenguek FC
pareil, donc c'est ça, la mobilisation autour de l'équipe, mais il faut bien que l'équipe sorte de, comment dirais-je, la base effective, elle existe, mais il ne faut pas qu'on se trompe. C'est une société ou c'est une association. Donc si on veut résister en Afrique ou résister en tout cas au plan national de manière durable, il faut qu'on pense à la structuration de manière en tout cas beaucoup plus économique, voilà, de la question. Voilà, sans transition, les résultats au complet. Voilà, avec le port autonome de Dakar qui partage les points face à la Renaissance. Match nul, 1 but partout. Dakar Sacré-Cœur donc qui s'impose 3-1 devant l'équipe de Génération Foot. Asfa, Dara, 0 but partout. Darguet, Tenguet FC, 0 but partout. AS Pikine qui s'impose 1-0 devant Yego. Barguet, Kayor Foot, 0 but partout. Et puis le classement, le leader Tenguet FC 47 points, Génération Foot deuxième avec 43 points, 33e position. Nous avons Barguet avec 34 points en bas de tableau, 13e Asfa 18 points, 14e AS Dara 8 points. Merci cher Tidiane, j'espère que ça ira mieux la semaine prochaine, c'est dur. Avec le rhume et la grippe, c'est pas facile. Alors, nous retournons à Saint-Louis, Malal, où le tournoi universitaire international de foot a vécu ce week-end. C'était la première édition de ce tournoi international qui a regroupé les universités du pays, mais également de la sous-région. Le CROUS, qui par le biais du sport entend réunifier donc la jeunesse africaine et favoriser l'intégration par le sport, mais également tisser des liens entre les jeunes. Un tournoi qui a été remporté par l'ISEC. Toutefois, les organisateurs espèrent jouer l'année prochaine sur du gazon afin de mieux vulgariser et promouvoir la prestation des étudiants. Suivons ce reportage de Mamoudou Ndiaye, image Hamza Diallo. Université Gaston Berger de Saint-Louis fête ses 25 ans cette année. Une occasion pour le Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis d'organiser un tournoi international universitaire de football. L'objectif, renforcer l'attente intercontinentale. De rapprochement des étudiants de l'Afrique, n'est-ce pas, au niveau de l'UMA. Donc, nous nous inscrivons dans la dynamique de nos chefs d'État. Donc, pour unir tous les étudiants d'Afrique, tous les peuples d'Afrique, dans le cadre de l'intégration africaine. 12 universités publiques et privées du Sénégal et de la sous-région ont participé à cette première édition du tournoi international, une satisfaction pour les organisateurs. C'est un sentiment de satisfaction qui nous habite, parce que nous pensons que le sport est un facteur d'intégration et de raffermissement des relations entre les pays, entre les jeunesses des différents pays. Notre objectif d'abord, c'est de renforcer, comme vous dites, l'intégration africaine. L'autre souhait, c'est se battre pour avoir des moyens pour accompagner nos équipes qui participent au championnat. C'est ce qu'on voulait dire, c'est promouvoir le sport au niveau du pays, de notre université. Une compétition remportée par les étudiants de l'ISEC de Dakar devant les académiciens de Djambar. On est tous satisfaits de notre prestation depuis le début du tournoi jusqu'à maintenant. Le sport, une réalité à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les autorités comptent appuyer les étudiants pour l'obtention des meilleurs résultats dans toutes les disciplines. Avec nos modestes moyens, quand même, vous avez vu que de belles performances sont en train d'être réalisées à tous les niveaux. Le basket, le football, le karaté. Donc le sport, c'est une réalité. L'organisation réussit pour cette première édition. Le CROUS compte jouer la prochaine édition sur un terrain gazonné qui sera disponible l'année prochaine. Nos autorités s'attellent à ça et comme vous l'avez constaté, les travaux ont commencé. Donc vraiment on envisage d'inviter les équipes qui ont participé à venir à jouer l'année prochaine sur un terrain gazonné. Voilà, c'est un vœu pieux, hein, mais il y a un stade en construction. Oui, parce que vous savez, là-bas, ils ont une politique avec les meilleurs étudiants sportifs qui ont un régime assez particulier. On essaie de promouvoir un peu comme on fait aux États-Unis, le sport
et les études. Et le projet est très avancé. Les tribunes sont déjà sorties de terre. Je pense que la dernière visite que j'ai effectuée là-bas, ils étaient en train de clôturer le terrain. Ils veulent mettre un truc synthétique, donc d'ici l'année prochaine, forcément, ils peuvent jouer là-dessus. Très bien. Alors, bonne continuation, bien sûr, au Crous pour cette initiative. On va parler à présent de l'équipe nationale du Sénégal. Comme vous le savez, le 4 juin prochain, le Sénégal doit jouer la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Un regroupement prévu donc à Bujumbura, au Rwanda, à partir certainement du 21 voire 22 mai. Mais en attendant cette fameuse date, la plupart des joueurs seront en vacances dès mi-mai. Une équation à résoudre pour le staff de l'équipe nationale. Des joueurs dispersés, forcément des compressions, et qu'il faudra remettre en forme en une dizaine de jours de travail. Qu'en pensent les journalistes et les observateurs? Réponse dans cet élément. Poser des problèmes parce que d'autant plus que ce sont des professionnels. Donc ils savent ce qu'ils doivent faire pendant le moment qu'ils se reposent. Donc je pense que pour ce match, ils vont bien le préparer. Ils vont bien se gérer parce qu'ils connaissent comment ça se passe dans les niveaux. Effectivement, c'est sûr qu'on sera moins frais que les joueurs burundais dont la plupart évoluent en Afrique, ça c'est clair. Maintenant, bon, je pense qu'on a un staff assez professionnel et ils vont prendre les mesures idoines pour essayer de résorber le gap. Parce qu'il y aura un gap. Je pense que si tu te rappelles bien, le match de Burundi, on a eu du mal, après avoir marqué le premier but, on a eu un problème physique. Les Burundais étaient plus à l'aise. Mais je pense que bon, ils prendront les mesures nécessaires pour essayer de régler le problème. Ils vont faire d'abord beaucoup de régénération, ils vont se ressourcer un peu. Et puis, je pense que ça va faire du bien à l'équipe nationale. Parce qu'ils auront éliminé beaucoup de fatigue et ils seront en pleine forme, je pense, le jour J. Avec les préparateurs physiques, il y aura un plan de préparation pré-match. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Voilà, un débat récurrent chaque année. Bon, la question se pose par rapport donc à la fin des championnats européens et évidemment les regroupements en équipe nationale. Même si la question se pose, il faut la gérer, il faut pouvoir la régler. Alors, Vieux, c'est pratiquement un défi qui s'impose un peu là dans la gestion par le staff de l'équipe nationale. Ah ben, je pense que ce staff est assez outillé pour faire face à cette situation. Dans ces mêmes éliminatoires, c'est une redite. On a commencé dans les mêmes conditions. Si vous vous rappelez, le premier match contre le Burundi, c'était pareil. Donc les joueurs étaient déjà en vacances, mais je pense que le staff, l'encadrement technique a su maîtriser. Par voie de presse, vous l'avez découvert également, qu'il a prévu de faire un camp d'entraînement à Kigali pour récupérer les joueurs et pour qu'ils ne soient pas en vacances avant. Et je pense qu'il y a une question de motivation aussi. Même si l'entraîneur a la volonté de faire, il faut que les joueurs aussi aient la motivation de pouvoir défendre. C'est le match, je vais dire, le plus important du groupe en ce moment, depuis le début des éliminatoires. 1 point, on est qualifié. 0 point, on va devoir attendre encore. 3 points, on peut dormir tranquille. Je pense que les joueurs, ils ont envie d'y aller. Ils ont envie d'aller à la Coupe d'Afrique. Donc, ils vont certainement répondre présent à l'appel de l'entraîneur qui, dans sa tête, sait déjà que la plupart du groupe est en vacances à partir du 15. Ah bon, je pense en vacances qu'on doit même bannir ce terme. À l'arrêt, des joueurs à l'arrêt. Voilà. À l'arrêt, mais pas en vacances. Et puis comme vous le dites, je pense que l'esprit de patriotisme, s'il est là, je pense qu'ils peuvent gérer puisqu'ils ont l'habitude, je ne sais pas, il y a 4-5 ans derrière, dans ces périodes-là, souvent on convoquait des joueurs qui ne venaient jamais. Surtout quand... On a eu le cas même l'année dernière. Au mois de juin, je pense qu'il y a eu des joueurs avec lesquels il y a eu rupture à cause de ces fameux matchs contre le Burundi. On ne citera pas de nom, mais tout le monde les connaît. Donc je pense qu'effectivement, ce n'est pas aussi évident qu'on le pense. Maintenant, il y a une préparation en 3 étapes, Vieux Dabo. Normalement à Amsterdam, ensuite à Kigali, donc je me rectifie d'abord à Kigali, puis à Bujumbura. Donc bon,
C'est quand même assez lourd, hein, ça risque d'être assez lourd pour le contribuable. En fait, 2 semaines de regroupement. Voyager en Afrique, hein, c'est la croix et la bannière. Imaginez pour aller Kigali, faites un peu la simulation. Moi, j'ai fait le trajet, hein, c'est Dakar-Ouagadougou, Ouagadougou-Abidjan, Abidjan-Nairobi, Nairobi-Lumumbashi, Kigali. Ben voilà. Ça m'a pris plus de 24 heures. Ben oui. Et je pense que c'est un groupe professionnel, l'encadrement est très professionnel, la fédération également, c'est des gens qui ont su gérer beaucoup de campagnes, l'équipe fédérale qui est en place, donc la logistique qui entoure un match piège de ce genre, je pense qu'ils en sont très conscients. Et puis ils ont déjà envoyé quelqu'un là-bas. La mission, et je l'ai lu, j'ai lu les comptes rendus. Moi, j'ai beaucoup plus peur de l'environnement du match que, comment dirais-je, des joueurs qui sont en vacances. On ne jouera même pas à Bujumbura. Le match va être délocalisé. C'est pas encore sûr. Mais moi, je sais que l'année dernière, certains s'étaient plaints de la durée quand même du regroupement. 2 semaines pour des joueurs, pour se préparer pour un match. Est-ce que c'est pas un peu long? Oui, mais ils ont choisi d'être des joueurs de football d'abord. Des professionnels. Ensuite, ils ont choisi de porter le maillot national, d'engager un combat qui a démarré lors de la première journée face au Burundi. Il faut aller finir le travail. Et puis là, il y aura 2 matchs. Oui. Ce ne sera pas un match, et le match amical, ce ne sera pas un match qui va compter pour du beurre. Non. Puisque on sait maintenant que le Sénégal est attendu. Et puis il y a le tirage au sort de la Coupe du Monde. Le Sénégal doit bien se placer dans le classement FIFA pour rester tête de poule. Ce n'est pas un match à négliger. Je pense que ce n'est pas trop, un professionnel, c'est son travail. Ils ont besoin de vacances, ils ont les vacances certainement après le match. Je pense que la nation a besoin d'eux. Le public sénégalais a besoin de ce match. Je pense qu'il ne faut même pas se mettre dans un esprit de vacances. Alors on va y jouer et puis on gagne et puis tout le monde est content. Parce qu'il ne faudrait pas aussi oublier que quand on dit que le Sénégal est qualifié pour la Coupe d'Afrique, les joueurs se bousculent pour venir en sélection. Et c'est sur le palmarès Il faudrait qu'ils se bousculent pour venir se décocher la qualification. Très bien. Alors du coup, est-ce qu'il faut craindre quand même ce match? Honnêtement, depuis le début de ces éliminatoires, j'ai l'impression qu'il y a un peu le syndrome d'Ulysse. À chaque fois qu'on approche d'un match, on dit oui, il faut s'inquiéter contre le Burundi, contre la Namibie, les déplacements. On s'en sort toujours, même si le jeu n'est pas flamboyant. Franchement, est-ce qu'on doit craindre même un contre-coup sur ce match contre le Burundi? Ce qui me pose problème, au Sénégal, on joue à se faire peur. Moi, j'ai suivi la presse un peu après le match, les 2 matchs contre le Niger. Quelqu'un qui n'a pas vu les matchs, tu as l'impression que le Sénégal a perdu. Les gens jouent à se faire peur. Chaque fois qu'il y a une équipe, une grande nation, quelle équipe en Afrique aujourd'hui souhaiterait rencontrer le Sénégal sur son chemin? Ça se compte sur le bout des doigts. Je pense qu'il faut respecter l'adversaire. Le Burundi, ils sont encore en course. Ils sont replacés à cause de leur victoire, grâce à leur victoire contre la Namibie. Ils ont une carte à jouer, ils vont la jouer à fond. C'est une équipe comme le Sénégal. On les respecte. Moi, je pense qu'il n'y a pas de petites équipes en Afrique. Je disais tout de suite en off que ce qui m'inquiète dans ce match, ce n'est pas le match en soi, mais c'est la logistique, c'est l'environnement, c'est les conditions. Moi, je pense que quand même, avec cette équipe nationale, l'environnement, la logistique, tout cela, quand même, il y a un gros pas en avant qui a été fait. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Par contre, Bakary, quand tu dis que vieux, d'abord... C'est la deuxième fois. Moi, je pense que quand même, cette équipe nationale, des fois, nous donne des raisons d'avoir peur quand même. Parce que ce match contre le Niger, c'est un match que le Sénégal a dominé, 2-0. Mais après, on a vu une inertie au sein de l'équipe. Les Nigérians sont revenus à 2-1. Et après, il y a eu match. Il y a eu match. On se rappelle de ce déplacement en Namibie. Là également, on a échappé belle. Il y a eu le match à Madagascar. Bon, c'est vrai que là, mathématiquement, quand même, on a fait le boulot pratiquement. Je ne suis pas entraîneur. Je ne suis pas tranquille. Mais je ne partage pas cet avis. Je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas technicien, je ne vais pas entrer dans des considérations techniques. Je suis observateur, journaliste sportif. Ce que je constate, c'est qu'il y a 2 équipes en face et pour un même résultat. Il y a match nul, il y a défaite, il y a victoire. La stratégie que moi, je peux mettre en place pour gagner le match, je le prends. La manière, ça dépendra. Mais quand le coach, quand le sélectionneur lui-même dit que dans la manière, il y a encore du travail à faire, oui, d'accord. Et moi, j'ai envie de rebondir quand même sur la réflexion de Cher Tidiane. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, oui, il y a 2 semaines de préparation, les joueurs ne seront pas forcément au top physiquement.
il y a un an, quand on jouait contre le Burundi, Oui. on a produit une prestation plus que moyenne. Et je me souviens, à l'époque, on nous disait justement, voilà, parce qu'il y a eu cette coupure, parce qu'il y a eu justement ce regain de forme physique, ça a un peu joué sur la prestation. Un an après, j'espère qu'on ne va pas encore nous sortir les mêmes argumentaires. Quelle prestation? Vous parlez de quelle prestation? Contre le Burundi. Le premier C'est-à-dire match qu'on a gagné ici, 2-1, l'équipe nationale du Sénégal n'avait pas produit du jeu. Et le coach non, lui-même l'avait souligné. Moi, je ne partage pas l'avis du si, coach. mais Je partage c'est pas votre son droit, avis. mais c'est le coach. Hein. Ben non, je partage Lui, pas. c'est un son- technicien. Oui, mais moi, je suis observateur. Il parle de jeu. C'est quoi le jeu pour moi? Le jeu qui me permet de gagner. Pour moi, c'est ça le jeu. Le beau jeu. Est-ce que moi, j'ai... On ne parle pas de beau jeu, Dieu. Ben- Nuance, on parle de jeu. tout Ben non, simplement. vous parlez de jeu. Ouais. Le jeu, il faut qu'il soit beau. D'accord? Je veux dire, est-ce que aujourd'hui, le Sénégal a le profil de jeu, de joueur, pour faire le jeu que le public sénégalais attend? Ce qui nous pose problème, la concurrence que nous avons aujourd'hui au Sénégal, et on ne prend pas de la hauteur par rapport à ça. Chaque dimanche, tu as une pléiade de matchs de très haut niveau dans ton salon. Ben, tu sors de ce terrain, tu vas au stade pour voir l'équipe nationale du Sénégal. Le sélectionner, la manière dont il joue dans son club, il ne joue pas de cette même manière en équipe nationale. Et toi, tu as en arrière, dans ton subconscient, tu as comment dirais-je, un Barça Real, parce que tous les dimanches, les télévisions nous bombardent de matchs de très haute facture, avec une constellation de joueurs que nous n'avons pas. Non, Voilà. je pense que quand même, cette comparaison n'est pas raison. Je pense que les gens ne fonctionnent pas comme ça. Quand même, ce n'est pas le tiki-taka de l'Espagne que l'on veut voir au Sénégal. On sait qu'on n'a pas ce type de joueur. Mais quand on interroge l'histoire, il y a eu avant Aliou Cissé, Amara Traoré, il y a eu Alain Giressa, il y a eu Alain Giressa. Mais on a vécu les mêmes problèmes. On a eu les mêmes débats. Vu le niveau de jeu que notre équipe nationale produit, c'est sûr que quand on va rencontrer une sélection techniquement meilleure, on va se faire battre. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'on a joué contre la Zambie, contre la Libye et je ne sais plus contre non, avant l'Algérie, à Bata d'abord, avant l'épopée Mongomo. Mais c'est la même chose. On a averti qu'on a de bons joueurs, mais on ne joue pas bien. Et au final, on s'est fait sortir de ces compétitions africaines. Et c'est la même chose que l'on craint pour cette équipe nationale du Sénégal. Je ne suis pas dans ce débat. Parce que vous remontez à Bata, moi je remonterai à un peu plus loin. Depuis combien d'années le Sénégal, depuis combien de Coupes d'Afrique le Sénégal n'est pas sorti de son groupe? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est le jeu? Est-ce que c'est les entraîneurs? Est-ce que c'est autre chose? Je pense qu'il faudrait qu'on prenne le temps. Qu'on comprenne le temps. En 2002, excusez-moi, en 2002, je pense qu'on a toujours les mêmes types de joueurs qu'on avait en 2002. En 2002, l'équipe nationale du Sénégal a essuyé les mêmes critiques lors de la Coupe d'Afrique au Mali. On disait que cette équipe jouait mal. Et c'est en finale qu'on a vu du beau jeu, à peu près. Et on a perdu. En Coupe du Monde, ça a été meilleur. Mais on n'avait pas ces joueurs ultra techniques. Est-ce qu'on n'est pas donc amoureux de quelque chose qu'on n'a pas? Mais attends, mais cette équipe de 2002 nous a plu. Cette équipe de 2002 nous a plu. Parce que le résultat... Non, même pas. Par le résultat. Non, pas par les résultats. Mais moi, je crois qu'on ne gagnerait pas à mettre beaucoup plus de pression sur l'épaule de ces joueurs-là, qui ont fait une saison assez compliquée pour certains, qui ont besoin de se reposer. Mais Malal, je pense que là, on se projette au-delà de des éliminatoires de la CAN. Aujourd'hui, il n'est plus question de parler de qualification à la CAN, mais on se projette sur la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, j'ai discuté avec des gens qui sont vraiment dans l'encadrement de l'équipe nationale du Sénégal. Et ce qu'ils te disent, c'est que les Sénégalais sont pressés de voir leur équipe jouer comme les grandes nations. Alors que cette équipe-là, elle est en phase de reconstruction. Avec, à chaque sélection pratiquement, un nouveau joueur qui cherche à trouver sa place dans le moule, qui cherche à trouver sa place dans le 11 de départ. Regardez les 11 de départ du Sénégal qui ont joué les 4 derniers matchs. Ce n'est pas le même 11. On n'a pas un 11 type. Pour le moment. Pour le moment. Donc, les équipes qui font du beau jeu, les yeux fermés, on peut dire telle équipe, c'est telle qui va débuter le match. Au Sénégal, c'est pas possible. Mais moi c'est là où j'ai un problème. C'est-à-dire que, vous m'excuserez de le dire tel que je le pense, moi je pense qu'on ne réclame pas du beau jeu. Moi, quand je vois cette équipe nationale incapable d'aligner 4-5 passes, c'est pas du beau jeu. L'Atlético est une... Non, mais Malal, l'Atlético est une équipe... vous me permettez de terminer mon idée. L'Atlético, on en parle comme d'une équipe défensive qui n'encaisse pas, mais quand elle se projette très vite, rapidement, bien clair. On sait
Cette équipe, techniquement, chacun des joueurs est capable de tenir le ballon 30 secondes, voilà, de voir le joueur qui est libre et de lui faire la passe. Mais les Lions en sont capables aussi. Hein. Non, justement. Parce que c'est pour ça qu'on s'ennuie devant leur match. Ils le font en championnat. On s'ennuie devant ces matchs. Maintenant, le problème, c'est que peut-être en équipe nationale, les schémas de jeu qui doivent permettre à ces joueurs-là de s'exprimer comme ils le font en Angleterre ne sont pas encore bien assimilés. Il n'y a pas que l'Angleterre. On ne parle pas que de l'Angleterre. Oui, mais j'ai pris l'Angleterre. Mais là où je suis d'accord avec Vieux, c'est peut-être que le débat, là où on ne veut pas le poser, c'est peut-être un problème de joueurs aussi. Peut-être que les joueurs, ce qu'on veut leur faire faire, ils ne sont pas capables de le faire techniquement. Ah non, mais si on parle de coach de jeu, de tactique... C'est des systèmes, c'est des schémas de jeu qu'il faut maîtriser. Et ils ne maîtrisent pas ça pour l'instant. Mais ce sont des professionnels, Non, regardez. Ce sont des professionnels. Quand vous prenez un joueur qui a pour habitude, pendant toute une saison, de jouer par exemple à gauche, et qu'en équipe nationale, en une semaine, on veut le reconfigurer pour qu'il joue à droite. C'est compliqué. En une semaine, c'est compliqué. Même si c'est un professionnel, c'est compliqué. Maintenant, avec le temps, ils vont se qualifier, ils auront le temps de se préparer. Aliou, après la préparation de la Coupe d'Afrique, il n'aura plus le droit de dire « mon équipe n'a pas assimilé tel. » Pour l'instant, Aliou Cissé joue à la manière d'un taulier. Il a un objectif clair. Je veux aller à la Coupe d'Afrique au Gabon. Quelle que soit la manière, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'y aller. Une fois que je vais décrocher ma qualification, j'aurai le temps pour travailler, pour faire ce que les Sénégalais attendent. C'était le même discours avec... Alors moi, je pense que je pense que quand il a été choisi comme sélectionneur, la fédération a proposé un contrat de 4 ans. Donc avec un échéancier. Et je pense que l'objectif, c'est pas tout de suite. Hein. C'est bien d'aller à la Coupe d'Afrique, mais je pense qu'un travail, vous parlez de jeu, vous parlez d'aligner 4 passes. Dans quel but? On n'est pas technicien. Il ne faut pas qu'on se mette trop à la place. On regarde le foot. Tous les week-ends, vous allez au stade Jean-Bouin regarder Angers. Je suis désolé, moi aussi, devant ma télé. Je veux dire, je veux voir quand même un minimum de jeu. Vous parlez d'Angers. Angers, c'est le dégagement du gardien, c'est déviation de la tête de ses buts. Et c'est ça l'identité de jeu. L'identité de jeu du Sénégal, c'est quoi? C'est des attaques rapides avec des joueurs explosifs devant. On met le but, on revient. D'accord, mais on met combien de buts contre le Niger, par exemple? On en met 2, alors qu'on est capable d'en mettre 10. avec le potentiel qu'on a. Vous n'avez pas des manchots devant. On aurait pu ne pas mettre. Oui, non, mais je veux dire, on dit qu'on est... Le Sénégal, par rapport au classement FIFA, par rapport au potentiel, je suis désolé, mais c'est dans les qualifications. Il ne faut pas oublier que tout ça, ça s'arrête sur la ligne de touche. Quand on rentre dedans, c'est 11 contre 11. Oui, c'est 11 contre 11, mais quand l'Algérie bat l'Éthiopie 7-1, l'Algérie ne se pose pas question. Parce que l'environnement est hostile, mais chez elle, elle ne se fait pas plier. Elle ne se fait pas plier, elle met 7 buts. Donc, je pense que ne soyons pas minimalistes aussi. Moi, je crois qu'il faudrait... Ne nous contentons pas du peu. Non, moi je crois qu'il faudrait accorder encore l'état de grâce jusqu'à ce qu'on finisse la qualification. Et quand on aura fini la qualification, Aliou aura toute la latitude de travailler à travers des cliniques, à travers des camps d'entraînement pour mettre en place ces schémas de jeu. Il ne s'agit pas d'état de grâce. On parle du football national. C'est notre football. On a le droit de se poser des questions. On a été ensemble à Windhoek. On a vu comment l'équipe nationale du Sénégal s'entraîne. On a vu ce qui est fait à l'entraînement. Avec ça, on ne peut pas produire du jeu. Ce n'est pas possible. Maintenant, il va falloir que nos séances d'entraînement soient plus techniques, plus détaillées, plus élaborées. Pour qu'on puisse réciter cela. Là aussi, vous allez lui dire et vous savez de quoi je parle? Non, vous parlez comme si j'étais devant des entraîneurs. Le contenu de l'entraînement, moi, je ne peux pas avoir la prétention de le définir. L'entraîneur est seul habilité à savoir le type de joueur qu'il a, le résultat qu'il attend et pour mettre la séance qu'il pense être la meilleure pour aborder tel match. Mais je pense que, je le répète, le Sénégalais est amoureux de quelque chose qu'il n'a pas. D'accord? On a, comme on le dit en Wolof, marché. Tu ne peux pas avoir des joueurs, le type de joueur que tu as, et vouloir te calquer sur l'Algérie, c'est pas possible. En 2002, l'équipe du Sénégal, c'était quoi? Les buts, c'était quoi? C'était des balles arrêtées, c'était des attaques placées. Il n'y a pas eu de but
très rapide. Il n'y a pas eu de... Avec un génie qui donnait des passes très Tu n'avais pas l'équipe de 86 avec Omar Gueysen, un métronome au milieu de terrain qui regardait tout le monde. On se souvient pas de ce qui a été fait. Moi, j'ai vécu 86. Par rapport à l'équipe de 2002, il y a quelque chose qu'on trouvait dans cette équipe et qu'on ne voit pas encore dans cette équipe. C'était l'engagement et le pressing. Cette équipe du Sénégal ne presse pas. Je dis que je vois. Elle ne joue que quand elle a le ballon. Je dis que je vois. On n'a peut-être pas la même perception, mais moi je dis quand même que cette équipe-là, c'est son engagement qui la porte jusque-là. Il manque ça, un génie. Il manque un génie. Pour le génie, on est amoureux de ce génie. Il manque un génie. Nous avons eu, il a parlé tout à l'heure de Omar Gueysen. En 2002, nous, la jeune génération, on a vu Kalidou Fadiga être le maître à jouer de cette équipe nationale du Sénégal. Là. Non, mais on a Sadio Mané qui met 3 Sadio Mané, ce n'est pas un numéro 10. Je suis désolé, Sadio Mané, ce n'est pas un numéro 10. On n'a pas quelqu'un qui organise le football. Cette équipe nationale-là joue avec de longues balles. On joue à l'anglaise. Hein. On a un dégagement du gardien, quelqu'un dévie, quelqu'un jaillit devant, on met le but, on revient défendre. Je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Non. Un travail est en train d'être fait, que ce soit la presse, que ce soit les supporters, que ce soit les autorités. Je pense qu'il faudra que les gens agissent en termes de projection, agissent par étapes, qu'on évalue les étapes, qu'on progresse. C'est vrai que certainement tout n'est pas rose, hein, tout n'est pas rose. Je sais que dans la tête du coach ça cogite. Il le sait. Donc si quelqu'un veut gagner aujourd'hui, peut-être c'est certainement les joueurs d'abord, parce que c'est eux, sur leur palmarès, on écrira champion d'Afrique. C'est eux qui encaissent les primes, c'est eux qui seront reçus à la présidence. D'accord, nous peut-être. Mais il faut le bonheur de tout un peuple. Ouais, peut-être que nous, ils vont gagner le Sénégal, ils vont gagner la Coupe d'Afrique en jouant de cette manière-là. En jouant de manière peu salutaire, en faisant le strict minimum. Et ils vont gagner la Coupe d'Afrique. Je pense qu'il faut respecter son identité, aller avec ses forces. Et je pense que chemin faisant, le résultat, il sera là. Et ce génie dont nous sommes amoureux. Et qui mais moi je pense que c'est là où je ne suis pas du tout en phase avec vous. Quand vous dites on est amoureux d'un génie, non. Je pense qu'on est très réaliste. On regarde aussi les matchs, on voit les profils des joueurs, on sait ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Mais pour moi, en fait, c'est mon avis. Ça ne m'engage que moi. Il y a un strict minimum que... J'ai regardé la deuxième mi-temps du match Sénégal-Niger. Excusez-moi, je suis sortie de là, j'étais... Je sais pas que j'étais triste. C'était quoi l'objectif Sénégal-Niger? Oui, non, mais je veux dire, il n'y a pas eu d'action pratiquement durant toute la deuxième mi-temps. C'est vrai que le terrain était... Mais ce n'est pas l'objectif. Mais quand on est amateur de foot aussi, on aime regarder des choses bien faites. Ben oui, bien faites dans un environnement bien fait, avec sur une belle pelouse. On veut gagner, sur une belle pelouse, des balles bien rondes, bien gonflées. C'est ça aussi. Les ambitions ne sont pas les mêmes. Nous voulons voir du beau jeu. La Côte d'Ivoire qui a gagné la Coupe d'Afrique. Elle a bien joué. Elle a bien joué, mais elle n'a pas joué comme l'Espagne. Par contre, il y a des gens qui trouvent du plaisir, des amateurs, à regarder cette équipe ivoirienne évoluer. La Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui joue depuis 10 ans ensemble. Encore que c'est une équipe qui joue depuis 10 ans ensemble. Voilà des facteurs. Non, cette équipe a vécu. La plupart des cadres, ils sont là depuis 2012. Oui, mais c'est pas le... Non, mais c'est un mix. C'est quand même un mix. Malal, soyons cohérents aussi dans ce qu'on dit. Quand vous dites 10 ans, 4 ans, 2012-2016, ça fait 4 ans. Regardons. 4 ans qu'ils jouent quand... 4 ans seulement, sans compétition majeure. Sans compétition majeure. Sans compétition majeure. Vous avez 2 cannes. On est parti. Bonjour, au revoir, on est parti. Ben oui, on casse tout, on recommence. C'est une sélection. C'est pas une équipe. Mais justement, c'est une sélection. L'objectif, c'est qu'on est une équipe. C'est pas grave, on en reparlera. C'est pas grave. Alors, Vieux, un dernier mot, donc peut-être par rapport au contexte de ce match. On parle de ce stade, des 2 stades. Bon, voilà, peut-être à 70 km de Bujumbura ou peut-être même dans la capitale. Bon, la décision n'est pas encore prise, mais est-ce que ça peut jouer? J'espère que les fédéraux feront le nécessaire parce que ce que j'ai lu dans la presse, les comptes rendus que j'ai eus, ce n'est pas rassurant du tout. Je pense que le nécessaire sera fait et une mission s'est rendue sur place. Je pense qu'ils feront le nécessaire parce que l'Afrique, l'adversaire, ce n'est pas seulement sur le terrain, c'est en dehors, c'est un peu partout. Donc il y a tous ces facteurs à maîtriser. Et je fais confiance à cette équipe fédérale. Je sais qu'ils sont assez expérimentés pour mener la bataille de la qualité
même si chez nous, on n'a pas une belle pelouse. Non plus. Merci beaucoup, Vieux, en tout cas, de nous avoir accompagnés dans cette première partie. On a beaucoup parlé foot. Merci. Donc, pour vous raccompagner, on vous propose du foot européen, Malal. Avec d'abord en Espagne le statu quo, l'équipe du FC Barcelone, l'Atlético Madrid et le Real se tiennent en un point à quelques journées de la fin, alors que du côté de l'Allemagne, le Bayern de Munich est passé donc à côté d'un sacre à domicile avec cette rencontre jouée le week-end dernier, alors qu'en Angleterre, Leicester, champion pour la première fois grâce au match nul entre Chelsea et l'équipe de Tottenham. Suivons ce résumé du football européen. Les Foxes sur le toit de l'Angleterre. Leinster sacré champion d'Angleterre. Riyad Mahrez et compagnie bénéficient du match nul 2-2 de Chelsea sur Tottenham. Le point du nul face à Manchester United a suffi au bonheur des hommes de Ranieri. Cette 36e journée de la Premier League de Cheikhou Kouyaté. Le Borussia Dortmund retarde le sacre du Bayern Munich. Les partenaires d'Emeric Aubameyang se sont imposés 5-1 devant Wolfsburg. Le Bayern Munich, qui avait la tête au titre, n'a pu faire mieux qu'un nul 1-1 à domicile contre le Borussia Mönchengladbach. En Espagne, le suspense est entier à 2 journées de la fin. Le Barça, l'Atlético et le Real de Madrid se tiennent à 1 point. Ce samedi, les Blaugrana se sont imposés 2-0 sur la pelouse de Betis Séville. L'Atlético de Madrid a battu le Rayo Vallecano 1-0. Le Real de Madrid a pris le meilleur sur la Real Sociedad 1-0. En Italie, la Juventus, qui a déjà validé son 32e sacre, s'est imposé 2-0 face à Carpi. L'Inter de Milan perd face à la Lazio de Rome, défaite 2-0. Le Milan AC s'éloigne de plus en plus de l'Europe. Les Rossoneri ont concédé le nul 3-3 à domicile face à Frosinone. En France, la bataille pour la 2e place du championnat directement qualificatif pour la Ligue des Champions, c'est l'enjeu majeur. En haut du tableau, Lyon et Monaco sont au coude à coude. Les Lyonnais se sont imposés 2-1 face à Ajaccio. Une victoire qui permet aux Gonds d'occuper la 2e place en faveur d'un meilleur goal d'average devant le Monaco. Les Monégasques ont battu Guingamp 3-2. L'autre information de cette 36e journée, c'est l'Olympique de Marseille qui réussit son maintien suite à sa victoire face à Angers, 1-0. Voilà, de retour sur ce plateau après ce débat animé. Alors, on parle de lutte à présent. L'équipe nationale de lutte qui a quitté Dakar, qui va quitter Dakar, demain, en partance pour le Niger, où doit se dérouler la 10e édition du tournoi de lutte africaine de la CEDEAO. Les athlètes choisis auront pour mission de conserver le titre du Sénégal par équipe et de remporter le maximum de médailles en individuel, comme souligné ici par le directeur technique national Abdou Badji s'appelle. Il est au micro de Marianne Siva Diop et Ndiaga Fall. Le Sénégal sera à la 10e édition du tournoi de lutte africaine de la CEDEAO, TOLAC, prévu du 3 au 8 mai au Niger. Une compétition où notre pays détient jusqu'ici le plus de trophées. L'objectif du groupe sera de conserver son titre et remporter le maximum de médailles en individuel. Les adversaires, nous les connaissons. Même s'ils changent, nous sommes le seul pays qui arrive à la compétition presque en changeant régulièrement d'équipe. Les autres, ils viennent soit avec la même équipe ou à 2 éléments près. Donc nous connaissons leur style de lutte. Notre mission principale, conserver notre titre en équipe et gagner le maximum de titres en individuel comme on l'a fait au dernier tournoi. Du côté des athlètes, l'objectif reste le même. Ils promettent de bien représenter le Sénégal à cette compétition. Nous sommes prêts, comme d'habitude. Contrairement aux autres éditions où le TOLAC se jouait dans la capitale nigérienne, la présente édition aura lieu à Dosso, une ville située à 140 km de Niamey, où il fait extrêmement chaud. Une manière de fatiguer les combattants, selon Ambroise Sarr, qui indique que ces poulains sont préparés à cette épreuve. Au Niger, mais c'est spécial. C'est spécial parce que bu njëkk ba ñu ngi ko doon bëree ci capitale bi mooy Niamey mais bi yoon ñu ngi ñu yóbbu à 140 km de Niamey mooy Dosso donc boo xoolee njàngat bi dafa am ñaar de 1 foofu moo gën a tàng capitale ba 2 seen champion bi foofu la dëkk donc ñoom préparé nañ ko boo xam ne xëy na
ci suñu ci ñoom lu ñu yaakaar que mun nañu sonnal ci yoon bi ba bu ñu demee du ñu mun a def résultat donc ñun loolu suñu xalaat la moo tax it ñun 10 jours lañ daan préparé bi yoon ñu yokk ko juróomi fan. yàlla nag moom ndamam ñu ngi ñaan yàlla mu mayaat ñu ko nim ñu ko daan mayee mais objectif bi daal gagné rek mooy suñu objectif. Moussa Faye chez les 66 kilos, Oumar Diouane chez les 76 kilos, Cheikh Tidiane Niang chez les 86 kilos, Mamadou Moustapha Sen chez les 100 kilos et Oumar Kane alias Reuk Reuk chez les 120 kilos sont les lutteurs qui vont représenter le Sénégal à cette 10e édition du Tolak. Basket, la liste des présélectionnés hommes et dames pour le tournoi de qualification pré-olympique et les JO de Rio. 23 joueurs sont pour le moment sur la liste alors que l'équipe du Sénégal prendra part au Tekio à Manille aux Philippines du 4 au 10 juillet 2016. Du côté des dames, Moustapha Gueye s'appuie essentiellement sur les championnes d'Afrique mais insuffle du nouveau sang dans ce groupe. Le point sur les deux listes avec Modou Fall. Moustapha Gueye a publié la liste des 19 joueuses présélectionnées pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Une liste élargie qui compte 4 nouvelles joueuses, à savoir Bintou Djemé, Magali Mendy, Lalla Wan et Marie Sadio Béatrice. C'est normal que les 10 soient là. Après, on a pensé à élargir l'équipe, à la renforcer parce que pour moi, Bintou Djemé, Lalla, Magali, c'est de très bonnes joueuses qui peuvent apporter un plus. Marie Roche, qui peuvent apporter leurs compétences, leur expérience, s'adapter à ce que nous faisons. Donc, les places ne sont jamais données en équipe nationale, il faut élargir, donner la chance à tout le monde. Maintenant, au bout du stage, on prendra les meilleurs. Le coach des Lions a également révélé comment l'équipe compte procéder pour la phase de préparation. Préparation, nous avons le 12 juin, dans un hôtel à Dakar. Le 2 juillet, nous sommes au Japon, nous avons un tournoi de 5 jours. Après, nous sommes en Italie, il faut faire basé. En Italie, nous avons un tournoi que nous espérons avec la France vers la mi-juillet, avec un tournoi qui est déjà officiel avec la Serbie avant d'aller au Brésil. Moustapha Gueye montre qu'il a les pieds sur terre. Pour lui, l'objectif est de se rapprocher des meilleures équipes européennes afin de préparer l'Afrobasket 2017. Qu'on soit sérieux, qu'on travaille bien et qu'on aille au JO avec un esprit de performance pour préparer l'Afrobasket. Ça, c'est vraiment l'objectif que je m'ai assigné. Voilà donc la liste avec bien sûr une habituée de cette tanière, Mame Jojo Diouf. Oui, Mame Jojo, donc retenue parmi les 19 joueuses donc, pour jouer et préparer ces Jeux olympiques. Et elle se dit très heureuse de faire partie donc, de cette première liste. Elle compte toutefois travailler davantage avec son équipe pour faire partie des filles qui vont défendre les couleurs du Sénégal à Rio pour les Jeux olympiques. Suivons ses réactions au micro de Mamadou Ndiaye. C'est toujours un plaisir de venir, d'être présélectionné. Ça m'a fait énormément plaisir et c'est vrai que le travail reste, donc on va continuer à travailler et puis essayer de mériter cette confiance. C'est une sélection, donc on est 19, donc il faut vraiment batailler pour avoir sa place, c'est l'objectif et donc voilà, comme je vous l'ai dit, on va très bien travailler pour pouvoir être dans les 12. Sans transition, on parle de basket américain. Avec les demi-finales de la conférence Est qui démarre déjà aujourd'hui avec Cleveland qui affronte Atlanta à l'Ouest. Les demi-finales ont débuté ce week-end. San Antonio a corrigé Oklahoma City 124-92, tandis que Golden State a dominé Portland 118-106. Le round-up de l'actualité NBA, c'est avec Chersadi Boudiara, Pape Faraning. San Antonio et Golden State, LaMarcus Aldridge a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 32 unités. Démarré à l'Ouest, ce n'est pas le cas dans la conférence Est. La faute à des séries serrées qui ont pris fin ce week-end. La première demi-finale débute cette nuit avec l'opposition de Cleveland à Atlanta. LeBron James et compagnie expéditifs au premier tour ont passé cette semaine à se préparer et regarder les Hawks hausser leur niveau de jeu pour revenir à bout de Tennessee Celtics. 4 victoires à 2. La confrontation Hawks avait eu déjà lieu en play-off l'année dernière en finale de conférence. Elle avait été facilement gagnée par les Hawks
4 victoires à 0. La première rencontre ce soir va donner la tendance de la série de cette année. L'autre demi-finale va opposer Toronto à Miami. Les deux équipes ont dû attendre les 7 matchs de leur série du premier tour pour décrocher leur qualification dimanche soir. Les Raptors, amenés par DeMar DeRozan, à 30 points, ont battu les Pacers 89 à 84 à domicile. Le Heat, mené par Charlotte 3 victoires à 2 il y a 3 jours, est allé égaliser dans le sillage de Dwayne Wade avant de conclure chez lui, remporter 106-73 la série Toronto-Miami entre le deuxième et le troisième de la conférence Est. Débute mardi nuit au Canada. Suivons ces belles actions pour terminer. 7. At number 6, oh, we got a mid-air collision and the Aussie is winning. It's ugly for Mason Plumlee as Andrew Bogut. Back to Toronto for an F5 tornado at number 5. Look at the spin move. Well, at number 1, you say you want a revolution? Well, Paul George has got the solution. A 360 stuff. 360 degrés pour nous faire tourner la tête, les buzz du web pour nous amener sur le net. Oui. Bonsoir Mamadou Ndiaye. Bonsoir Mafatou, bonsoir Chatidiane, bonsoir Malal. Alors, on démarre avec ce fameux hat-trick de Sadio Mané, donc, qui a marqué bien sûr le match entre Southampton et Manchester City. Et après le match, il s'est fait bien avoir par l'arbitre anglais. Oui, l'attaquant sénégalais a gardé le ballon après son triplé. Le problème, c'est que l'arbitre avait décidé de lui faire une petite blague. Regardez. Not work. They go to Real Madrid on Wednesday. They're placing next season's competition. Un brin fâché, hein. 30 secondes où il était un peu perdu. Alors, Paul Pogba fête le titre de champion de la Juve avec une nouvelle coupe de cheveux, la pioche. Le Français a présenté mercredi une nouvelle coupe de cheveux sur son compte Instagram. Au programme de la coupe, 5 étoiles, comme les 5 titres obtenus à la suite par la Juventus. Sur chaque étoile, on peut lire les chiffres 30, 31, 32, 33 et 34 en référence au nombre de titres conquis par la Juventus, même si officiellement la vieille dame n'a gagné que 32, ceux de 2005 et de 2006 ayant été annulés suite au scandale de Calciopoli. Regardez. Voilà, Paul Pogba qui veut marquer le football mondial, oui. Et le réinventer même. Voilà. Alors, un motard provoque un énorme carambolage au départ d'une course cycliste célèbre, course disputée dans les rues de Brooklyn. La Red Hawk Crit se dispute avec des vélos sans frein ni vitesse. Et lorsqu'un motard commet la bêtise de rester au milieu de la ligne de départ, ça tourne à la catastrophe. Il n'a pas compris l'esprit du jeu. Oui. Alors, Lionel Messi humilie Gérard Piqué d'un petit pot, comme il en a le secret. Ah oui, la bonheur humour règne actuellement en Catalogne, malgré l'élimination en Ligue des Champions et une petite avance qui a fondu dans le championnat espagnol. En effet, Lionel Messi se paye ainsi Gérard Piqué et un petit pont qui surprend le défenseur. Messi, toujours voilà. Égal à lui-même. Hein. Tout à fait. On enchaîne avec les vidéos bonus. Oui, suivant la superbe combinaison des New York Red Bulls, c'est dans le championnat américain. Sasha looks like he wants it. It's going to be Kleshchin, chipped up top. The header inside, yes! Goal! Sasha looks like he wants it.
It's going to be Kleshkin, chipped up top. The header inside, yes! Et on finit avec cette vidéo qui fait actuellement le tour de la toile. Actuellement, ce sont les jeunes Sénégalais qui imitent les reporters français et parfois même les Malal et consorts, mais d'une manière assez particulière. Regardez. Bonjour, bonsoir. Quel derby français entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Oui, on aperçoit le dégagement de Mandanda. Quel gardien! Cette saison, elle a encaissé 60 buts en 2 matchs. Oh, quel record, c'est un record. Quel défenseur, c'est le défenseur le plus cher en France avec 50 €. 50 €, c'est bien. Ballon de Batshuayi. Batshuayi, oh, quel attaquant le Belgicain! Kii match bu mag bi ñaari tali jaraaf. Il a coupé. Je pense que Pierre Da Silva a coupé le truc et qu'il faudra le remettre. Ah oui, il faudra le remettre. Bon, la suite pour la semaine prochaine. En tout cas, ça promet. Ils ont l'air super drôles. Merci, Ndiaye. Merci beaucoup. Merci, Malal, cher. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Excellente soirée. La semaine prochaine. Oui. Je voudrais remercier Papino, Création. Ah oui. Tu remplaces Madio Père. Non, il faut leur dire merci. Voilà. Excellente soirée, à la semaine prochaine. Bonne soirée, au revoir. Bonjour, bonsoir. Quel derby français entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Oui, on aperçoit le dégagement de Mandanda. Quel gardien! Cette saison, elle a encaissé 60 buts en 2 matchs. Oh, quel record, c'est un record. Quel défenseur, c'est le défenseur le plus cher en France avec 50 €. 50 €, c'est bien. Ballon de Batshuayi. Batshuayi, oh, quel attaquant le Belgicain! Kii match bu mag bi ñaari tali jaraaf. Si diggante ñaari tali ak jaraaf. waaw match bu mag bi. match bi tàmbali na. ay waay Pape Siré Dia ngi noonu. ballon de Assane Mbodj le jeune talent. waay yow xale bi mën a football. mais Waly Demba bi. dama ni toj na. foofu toj na foofu yomb na. sama 15 000 francs dama ni sama réalisateur indi ma Waly. sama Daba Ndiaye lu ma ci duube gër ko. maa ngi gërëm ki ma ñawal lii gis nga sama tailleur bu baax bi. waaw boo ma ñëwal lii Babacar Diallo te doo toog la bi doo toog barke Rasulillah mooy doo toog Ivoirien la dafa génn ko wane sama bopp nga waaru Ibou Fashion Ibou Maquette Colobane moo def lii ci man di ma jox ay dàll yu ma ñëwal nga daanu man bureau ma ñëwal bureau Fashion mi ngi nii ko sama defal génne sama caleçon si suuf barke Rasulillah ngi feeña mod tay xoolal ma lii dama ni bureau def na lu baax lii mooy tokkel jërëjëf